L'aube d'une nouvelle ère cosmique se lève, non pas avec le fracas des météores, mais avec le murmure incessant des ondes radio, une question fondamentale suspendue dans le vide intersidéral, au-delà de notre berceau bleu, la vie existe-t-elle? Et si, dans cette quête séculaire, notre définition même de l'existence biologique était notre plus grand angle mort, un biais anthropocentrique forgeant des chaînes conceptuelles là où l'univers déploie une liberté infinie. Pendant des décennies, l'exobiologie s'est concentrée sur le paradigme carboné, l'eau liquide comme solvant universel, l'ADN comme architecte de l'hérédité. Ces postulats, forgés à partir de l'échantillon unique que représente la biosphère terrestre, nous ont menés à la recherche de terres sœurs, d'exoplanètes orbitant dans la zone habitable de leur étoile, la fameuse zone de Goldilocks. Les données du télescope spatial Kepler, puis de TESS, ont révélé que les planètes sont légion, des milliards, peut-être des centaines de milliards, juste dans notre seule Voie lactée, de naines rouges distantes aux géantes gazeuses chaloupées. L'équation de Drake, même avec les estimations les plus pessimistes de ces facteurs, suggère que le nombre d'intelligences technologiques devrait être supérieur à 1. Pourtant, le grand silence persiste, un paradoxe lancinant que l'astrophysicien Enrico Fermi avait jadis formulé avec une simplicité déconcertante. Mais que se passe-t-il si l'hypothèse la plus restrictive n'est pas la rareté de la vie, mais la petitesse de notre imagination? Si la vie, dans ses manifestations les plus exotiques, opère sur des fondations chimiques totalement étrangères à notre biochimie terrestre? L'alternative au carbone n'est pas une simple spéculation philosophique, elle est ancrée dans les principes fondamentaux de la chimie et de la thermodynamique, principes qui, bien que constants dans l'univers, peuvent se manifester par des structures radicalement différentes sous des pressions et des températures extrêmes. Considérons le silicium, l'élément immédiatement sous le carbone dans le tableau périodique. Le silicium possède, comme le carbone, la capacité de former 4 liaisons covalentes, ouvrant la voie à des chaînes moléculaires complexes. Cependant, la force de la liaison silicium-silicium est significativement plus faible que celle du carbone-carbone, rendant les chaînes de silane plus réactives et moins stables à température ambiante. Sur Terre, les composés à base de silicium sont souvent des minéraux inertes, comme le quartz, dioxyde de silicium, ou des silicates solides. Pour que le silicium devienne la colonne vertébrale d'une biochimie, il faudrait des environnements radicalement différents. Des mondes glacés et sombres, où les températures sont si basses que l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons faibles est insuffisante, permettant aux polymères de silicium de persister. Imaginons des planètes orbitant autour de naines rouges, des étoiles froides et durables, où l'eau liquide est remplacée par des solvants cryogéniques comme l'ammoniac liquide ou le méthane liquide. Dans ces milieux, la chimie du silicium pourrait s'épanouir. Des chercheurs ont théorisé que des structures analogues à l'ADN, peut-être des polysiloxanes ou des silanes complexes, pourraient emmagasiner et transmettre l'information génétique, bien que la flexibilité et la diversité que permet le carbone soient, selon nos modèles actuels, supérieures. Mais l'exotisme ne s'arrête pas aux éléments constitutifs. Le solvant est tout aussi crucial. Nous sommes obsédés par l'eau, H2O, en raison de sa polarité élevée, de son exceptionnelle capacité à dissoudre une myriade de substances, et de son état liquide sur une large plage de température. Cependant, des mondes au-delà de notre zone habitable pourraient abriter des formes de vie basées sur d'autres fluides. L'ammoniac, NH3, est un excellent solvant polaire, liquide entre -73°C et -33°C à pression atmosphérique standard. Dans des mondes plus froids, l'ammoniac pourrait servir de milieu réactionnel. Inversement, sur des superterres chaudes, peut-être sous des pressions atmosphériques colossales, la phase liquide du dioxyde de carbone, le fluide supercritique, pourrait jouer ce rôle. Le dioxyde de carbone supercritique, qui possède des propriétés à la fois de gaz et de liquide, pourrait permettre des réactions chimiques à des vitesses et des densités jamais vues dans nos océans. Et si l'on explore des mondes encore plus extrêmes, ceux où les conditions favorisent une chimie non aqueuse radicale? Sur Titan, la plus grande lune de Saturne, nous observons des lacs et des mers de méthane et d'éthane liquide. Bien que la température y soit d'environ 98 Kelvin, soit -125°C, les scientifiques ont exploré la possibilité d'une méthanogénèse exotique. Des structures moléculaires basées sur l'azote et le carbone, peut-être des azotosomes, auraient pu se former dans ces mers froides, des membranes cellulaires alternatives utilisant l'azote gazeux dissous comme agent gonflant au lieu de l'oxygène, capables de maintenir une séparation entre l'intérieur et l'extérieur dans le froid extrême. Ces formes de vie seraient si lentes, opérant sur des échelles de temps géologiques comparées à nos métabolismes rapides, que nous pourrions les manquer, ou pire, les considérer comme de simples phénomènes physico-chimiques.
Le concept même de « forme biologique » mérite une déconstruction radicale. Nous concevons la vie comme étant basée sur l'autopoïèse, la capacité d'un système à se maintenir et à se reproduire en produisant ses propres composants, souvent encapsulés dans une membrane lipidique. Mais l'information et l'organisation peuvent-elles être contenues différemment? Pensons aux formes de vie non cellulaires, une catégorie que nous explorons timidement avec les virus terrestres, qui sont des parasites obligatoires, mais qui existent à la frontière entre le vivant et le non-vivant. À l'échelle planétaire, qu'en est-il des systèmes vivants distribués, des réseaux d'interaction complexes qui ne forment pas une unité discrète identifiable? Considérons la possibilité de systèmes basés sur le plasma ou les champs électromagnétiques. Sur des planètes possédant des champs magnétiques intenses, comme celles en orbite autour des magnétars ou des étoiles à neutrons, bien que les conditions de surface soient probablement trop hostiles pour la chimie conventionnelle, la complexité pourrait émerger à un niveau fondamentalement différent. Les physiciens théoriques, comme Hannes Alfvén, ont exploré les structures auto-organisatrices des plasmas magnétisés, les Alfvénondes, qui peuvent transporter de l'information et maintenir une cohérence spatiale sur de grandes distances. Une intelligence ou une forme de vie basée sur ces structures ne serait pas faite de molécules, mais de champs d'énergie structurés. Sa perception du temps, son mode de reproduction, tout serait régi par les lois de l'électrodynamique, et non de la thermodynamique biochimique. Comment détecterions-nous une pensée qui est un motif récurrent dans un champ de force planétaire? Nous cherchons des signatures radio, des émissions intentionnelles, alors que la conscience elle-même pourrait être une modulation subtile du champ magnétique local. L'une des avancées les plus fascinantes, bien que hautement spéculative, concerne la possibilité d'une vie basée sur la physique quantique. Nous savons que la biologie terrestre utilise des effets quantiques, notamment dans la photosynthèse, le transfert d'énergie par cohérence quantique, et, potentiellement, dans la navigation des oiseaux. Mais pourrait-il exister une vie dont le substrat même est quantique? Des systèmes complexes maintenus en état de cohérence quantique sur des échelles macroscopiques, dépassant la décohérence rapide que nous observons dans nos environnements chauds et bruyants. Cela nécessiterait des températures proches du zéro absolu et un isolement extrême, peut-être dans les nuages moléculaires froids ou sur des corps célestes gelés et éloignés des étoiles. Une telle entité ne vivrait pas au sens métabolique, mais existerait en tant qu'état informationnel stable, capable de computation et d'adaptation structurelle au fil des airs cosmiques. Revenons au monde plus proche et aux découvertes récentes qui repoussent nos frontières. L'analyse spectrographique des atmosphères exoplanétaires, menée avec le télescope spatial James Webb, commence à révéler des compositions chimiques inattendues. La détection de phosphine sur Vénus en 2020, bien que controversée et soumise à réexamen, a servi de catalyseur mental. La phosphine, pH 3, est un gaz qui, sur Terre, est presque exclusivement produit par des processus biologiques anaérobies. Sa présence dans l'atmosphère dense et sulfureuse de Vénus, où les processus abiotiques connus peinent à l'expliquer en quantité suffisante, a ravivé l'espoir de vie dans les couches tempérées des nuages vénusiens, à environ 50 km d'altitude, là où les températures et les pressions sont étonnamment terrestres. Ces hypothétiques microbes pourraient être entourés d'une membrane résistante aux acides, peut-être à base de sulfure ou de composés organiques complexes non encore identifiés, flottant dans cet environnement hostile. De même, l'exploration des lunes glacées de notre propre système solaire, comme Europe, autour de Jupiter, et Encelade, autour de Saturne, fournit des indices éloquents sur la diversité des niches habitables. Encelade, en particulier, éjecte des panaches de vapeur d'eau et de particules dans l'espace, analysés par la sonde Cassini. Ces panaches contiennent non seulement de l'eau, mais aussi du sel, du dioxyde de carbone, des molécules organiques simples comme le méthane et l'acétylène, et surtout, des traces d'hydrogène moléculaire, H2. La présence d'hydrogène est un indicateur clé, il suggère une activité hydrothermale au fond de l'océan sous la croûte de glace, où l'eau de mer interagit avec un noyau rocheux chaud. Sur Terre, de tels environnements abyssaux, privés de lumière solaire, sont le siège d'une chimiosynthèse florissante, où des bactéries et des archées tirent leur énergie de l'oxydation de composés soufrés ou de l'hydrogène, plutôt que de la lumière. La vie sur Encelade pourrait être complètement indépendante de l'énergie stellaire, une vie océanique abyssale qui prospère dans l'obscurité perpétuelle, peut être basée sur des cycles géothermiques plutôt que sur des cycles photochimiques. L'étude des extrémophiles terrestres est notre meilleur laboratoire pour anticiper l'étranger. Les bactéries hyperthermophiles survivent à des températures supérieures à 120 degrés Celsius dans les évents hydrothermaux. Les xénophyophores, des organismes unicellulaires géants des fonds marins, prospèrent sous des pressions de plusieurs centaines d'atmosphères. Les radiodurants, comme point d'Énococcus radiodurant,
peuvent réparer leur ADN après avoir absorbé des doses de radiation 1000 fois supérieures à ce qui serait létal pour l'humain. Ces organismes nous enseignent que les contraintes que nous considérons comme absolues, la température, la pression, les radiations, ne sont que des limites relatives dictées par la robustesse de nos propres systèmes biochimiques. Si l'on pousse cette logique à l'extrême, comment concevoir des systèmes encore plus résistants? La vie basée sur le bore, par exemple, bien que sa chimie soit moins polyvalente que le carbone, pourrait offrir des structures plus stables à très haute température. Les boranes et les carboranes forment des cages moléculaires extrêmement résistantes. Dans un environnement tellurique très chaud, comme une planète volcanique ou une planète prisonnière de son étoile, la chimie du bore pourrait prendre le relais là où le carbone se décomposerait en graphite ou en gaz. L'énigme de la chiralité est un autre point aveugle potentiel. La vie terrestre est strictement homochirale, les acides aminés utilisés dans nos protéines sont presque exclusivement gauchers, forme L, et les sucres sont droitiers, forme D. Cette symétrie brisée est essentielle pour l'assemblage ordonné de structures complexes comme les hélices d'ADN ou les membranes. Mais ce choix terrestre est-il universel? Sur une autre planète, la vie pourrait être basée sur la chiralité inverse, utilisant des acides aminés dextrogires. Une telle vie serait pour nous totalement incompréhensible et, plus important encore, potentiellement toxique, car nos enzymes ne pourraient interagir qu'avec des molécules spécifiques. Si une forme de vie extraterrestre est découverte, la première analyse de ces molécules organiques pourrait révéler une asymétrie opposée à la nôtre, prouvant non seulement son origine extraterrestre, mais aussi sa nature radicalement différente. L'approche de la détection elle-même est limitée par nos outils. Le spectromètre de masse, l'instrument phare pour l'analyse chimique des atmosphères lointaines, est excellent pour identifier des signatures spécifiques oxygène, méthane, ozone. Mais si la vie extraterrestre est basée sur des éléments lourds ou des cycles métaboliques inconnus, elle pourrait produire des gaz dont nous n'avons même pas envisagé l'existence ou la pertinence biologique. Chercher des biosignatures est intrinsèquement limitatif, car nous cherchons ce que nous savons déjà reconnaître. La véritable percée pourrait venir de la découverte d'une technosignature, inattendue, un signe d'organisation si complexe qu'il ne peut être expliqué par des processus physiques ou géologiques seuls, même en considérant les scénarios les plus exotiques. Prenons l'exemple des structures artificielles ou des émissions d'énergie non naturelles. Si une civilisation silicium sur une planète froide construit des ordinateurs basés sur des réseaux supraconducteurs complexes, leur émission thermique résiduelle pourrait être si faible et si localisée qu'elle serait noyée dans le bruit de fond infrarouge. Les recherches actuelles en matière de technosignature se concentrent sur les émissions radio puissantes ou les mégastructures de type sphère de Dyson, mais une civilisation avancée mais économe en énergie, ou ayant évolué vers des formes de vie non énergivores, pourrait être virtuellement invisible à nos méthodes actuelles. L'hypothèse de la symbiose planétaire, ou de la vie en tant que processus géologique plutôt que collection d'individus, offre une autre piste. Imaginez une planète dont l'atmosphère et la croûte sont en équilibre dynamique, maintenues par des interactions biochimiques massives, mais sans qu'aucune entité individuelle ne possède une intelligence reconnaissable par nos standards. C'est l'idée de Gaïa poussée à l'extrême, où la planète elle-même est l'organisme, une sorte de vaste entité homéostatique dont les cycles de réaction chimiques sont si lents et si étendus qu'ils ressemblent à des phénomènes tectoniques ou climatiques. La détection de tels systèmes nécessiterait non pas la recherche de molécules spécifiques, mais la détection de déséquilibres chimiques persistants et statistiquement improbables dans les signatures atmosphériques, des signatures qui défient l'équilibre thermodynamique attendu pour la géologie seule. Un domaine de recherche émerge, crucial pour comprendre la vie non biologique, est celui de l'auto-organisation en physique hors équilibre. Les systèmes dissipatifs, comme les réactions de Belousov-Zabotinsky, montrent que la complexité et les motifs récurrents peuvent émerger spontanément lorsque l'énergie est continuellement injectée dans un système loin de l'équilibre thermodynamique. Ces motifs oscillants et en spirale sont des formes d'information et d'organisation. Si nous appliquons cela à l'échelle cosmique, la vie pourrait être simplement une conséquence inévitable de la dissipation d'énergie stellaire à travers un milieu propice, quel que soit le substrat. Le défi est de distinguer l'auto-organisation purement physique d'une auto-organisation biologique qui aurait développé une capacité d'autoréplication et d'évolution darwinienne. L'évolution darwinienne, basée sur la variation, la sélection et l'hérédité, est souvent considérée comme la marque distinctive de la vie. Mais même cette séquence pourrait être contournée. Si une forme de vie est basée sur des structures cristallines ou des motifs magnétiques, la variation pourrait se produire par des défauts dans la structure ou par des interférences externes, et la sélection par la stabilité relative face aux contraintes énergétiques.
La reproduction pourrait être une fragmentation ou une induction, où un motif stable en induit un autre dans un environnement saturé de précurseurs. Dans ce cadre, l'évolution ne serait pas une ascension vers une complexité accrue, mais un lent balayage des possibilités chimiques ou physiques stables dans un paysage énergétique donné. Considérons les implications des trous noirs. Bien que cela appartienne au domaine le plus spéculatif, des théories comme celle de Lise Mollin sur la sélection naturelle cosmique suggèrent que l'univers favorise la création de trous noirs, car il maximise la production d'entropie, et potentiellement, la création de nouvelles structures universelles ou de nouvelles lois physiques dans les univers enfants. Si l'on transpose cela à la vie, peut-être que les formes de vie les plus réussies ne sont pas celles qui vivent le plus longtemps ou qui se reproduisent le plus rapidement, mais celles qui sont les plus efficaces pour transformer l'énergie disponible en structures complexes. Dans un scénario où la vie est basée sur des processus gravitationnels ou quantiques extrêmes, elle serait peut-être une manifestation de la tendance de l'univers à organiser l'énergie de la manière la plus rapide possible, sans égard pour la durée de vie individuelle ou la complexité moléculaire. La quête de la vie se heurte donc à une série de filtres conceptuels, le filtre chimique, le filtre physique, le filtre évolutif. Le filtre chimique nous empêche de voir le silicium ou l'azote comme des bases possibles. Le filtre physique nous retient à des températures et pressions terrestres. Le filtre évolutif nous ancre dans la réplication et la mutation basée sur l'ADN. Pour maximiser nos chances de succès dans la recherche d'une vie véritablement extraterrestre, il est impératif de développer des méthodes de détection qui ne cherchent pas une point réplication de la vie terrestre, mais une point organisation complexe qui persiste contre les forces du désordre. Les télescopes de nouvelle génération, comme le futur télescope extrêmement grand, ELT, qui utilisera un miroir primaire de 39 mètres de diamètre, vont sonder l'atmosphère d'exoplanètes plus petites et plus tempérées. Leur capacité à détecter des gaz rares comme le méthane ou l'ozone en combinaison est prometteuse. L'ozone, O3, est un produit de la photolyse de l'oxygène, O2, lui-même un produit de la vie photosynthétique. La détection simultanée d'une grande quantité d'oxygène et de méthane, par exemple, serait une biosignature terrestre très forte car ces deux gaz réagissent rapidement ensemble, leur coexistence prolongée nécessite une source de renouvellement active, très probablement biologique. Mais sur une planète sans oxygène, quel serait l'analogue ? Peut-être la coexistence de gaz chlorés et d'hydrocarbures dans une atmosphère dominée par l'azote, si la vie utilisait des réactions d'oxydoréduction basées sur le chlore. Il y a aussi la question de l'échelle de temps. Si une forme de vie basée sur le silicium dans un solvant cryogénique ne se divise que tous les 1000 ans, et si son métabolisme est 1000 fois plus lent que celui d'une bactérie terrestre, alors une année terrestre ne représente qu'une infime fraction de son cycle de vie. Nous pourrions observer une planète pendant des siècles sans jamais voir un changement significatif dans ses signatures chimiques, concluant à tort à l'absence de vie, alors qu'en réalité, nous observons seulement une phase statique d'une existence incroyablement longue. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent un rôle de plus en plus crucial dans cette chasse. Les algorithmes sont maintenant entraînés non seulement à reconnaître des schémas connus, mais aussi à identifier des anomalies statistiques dans les données brutes des télescopes, des motifs qui échappent à l'intuition humaine ou aux modèles préconçus. Ces systèmes sont testés pour détecter des structures informationnelles dans les spectres ou les courbes de lumière qui n'ont aucune explication géophysique connue. Ils peuvent être entraînés sur des simulations de chimies exotiques à base de soufre, structures de plasma pour identifier leurs bruits caractéristiques, même s'ils ne ressemblent en rien à nos propres émissions. Un domaine qui pourrait révéler des formes de vie non biologiques au sens strict est celui de la complexité émergente dans les systèmes nanotechnologiques avancés, supposément autoréplicatifs. Imaginons qu'une civilisation avancée ait disparu depuis des millions d'années, laissant derrière elle des machines autoréplicantes, des nanorobots minéraux ou des structures auto-assemblées qui continuent de fonctionner en utilisant l'énergie résiduelle de leur étoile ou les gradients géothermiques. Ces morts-vivants technologiques continueraient de modifier leur environnement, de s'auto-entretenir et de se propager, mais sans le moteur de l'évolution biologique ou de la conscience. Leur détection serait confondue avec la géologie ou la physique, à moins que leur architecture révèle un niveau de complexité intentionnelle trop élevé pour être abiotique. Des chercheurs ont postulé que la détection de polymères synthétiques inattendus, comme des structures nanométriques régulières composées d'isotopes radioactifs dans des configurations non aléatoires, pourrait signaler ces reliques d'une technologie disparue. Enfin, il y a le concept fascinant, bien que hautement métaphysique, de la vie post-matérielle. Si une civilisation atteint un niveau technologique suffisant pour numériser sa conscience et transférer son existence dans des réseaux informatiques massifs, où réside-t-il ?
sur des ordinateurs quantiques refroidis à l'extrême, ou même dans la structure même de l'espace-temps si les lois de la physique permettent une manipulation computationnelle à ce niveau. Une telle vie ne serait pas visible par la lumière, ni par la radio. Elle pourrait communiquer par des perturbations subtiles des constantes fondamentales locales, ou par la manipulation de la structure du vide quantique. Ce sont des formes de vie dont la forme biologique est l'information pure, l'algorithme lui-même. Pour les trouver, il faudrait peut-être chercher des régularités mathématiques parfaites dans le fond diffus cosmologique ou dans les propriétés des constantes universelles, des régularités qui seraient le signe d'une ingénierie cosmique à une échelle inconcevable. En conclusion, la recherche de la vie extraterrestre est, en réalité, une exploration de la plasticité de l'univers face aux lois de l'auto-organisation. Sortir du paradigme carboné et aqueux est une nécessité intellectuelle pour ne pas passer à côté de l'infinie variété de l'existence. Les données des prochaines décennies, issues des missions martiennes, des analyses des plumes d'Encelade, et surtout des observations spectrales des atmosphères d'exoplanètes lointaines, nous forceront soit à confirmer la prévalence de notre propre chimie, soit à admettre que la vie est une propriété plus fondamentale et plus polymorphe de la matière que nous ne l'avions jamais osé l'imaginer, une danse complexe entre l'énergie et l'information qui se joue sur des scènes chimiques et physiques totalement étrangères à notre petite planète bleue. Le silence cosmique n'est peut-être que le son d'une conversation menée dans une langue que nous n'avons pas encore appris à entendre.